Bonjour, je m'appelle Nicolas Delesalle, je suis grand reporter à Paris Match et je vais vous raconter 3 semaines en Ukraine. Nous avons atterri le 19 février à Kiev. Kiev en paix, Kiev qui ne s'attendait pas à être attaqué. Le premier soir, on est sortis, les gens nous ont dit, les jeunes nous ont dit qu'est-ce que vous foutez là en fait? Ils étaient dans une espèce de don't look up par rapport à Poutine, de déni. On est allé à la frontière russe, on est allé à la frontière biélorusse. On a rencontré des types aussi qui n'étaient pas prêts, il n'y avait pas de checkpoint, il n'y avait pas de défense organisée. Et on s'est même dit, putain, mais ils vont se ramasser si jamais l'attaque a lieu. Et à force de rencontrer des gens qui nous disaient, il ne peut pas attaquer tout le pays, il va attaquer le Donbass, on s'est dit, bon, on a hésité, on s'est dit, on va aller dans le Donbass, on va aller en première ligne dans le Donbass. Ce qu'on a fait, avec quand même toujours cette impression derrière que tous ces gens avaient leur destin qui allait changer dans les prochains jours. On a rencontré les pêcheurs sur le lac gelé, à 100 mètres à peu près de la frontière russe, et qui nous disaient bon, on a nos fusils de chasse, mais bon, il ne va pas le faire. Voilà, c'était un peu cette ambiance-là. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'on a fait? Poutine, pour le coup, si la nation ukrainienne n'existait pas, il l'a cristallisée. C'est-à-dire que des gens qui hésitaient encore, qui étaient russophones, russophiles, qui ont de la famille en Russie, à force de prendre des bombes dans la gueule, aujourd'hui ils se sentent ukrainiens et ont pris les armes pour défendre leur pays. Slava нашим, slava Ukraine. On s'est retrouvés le soir du 23 février en première ligne dans un poste médical. On attendait 1914, on s'attendait à la grande attaque, qui n'a pas eu lieu, puisqu'on s'est réveillé le matin du 24 et on apprend que Kiev est attaqué. Et c'est donc tout le pays qui est attaqué. Et à ce moment-là, il y a eu 2 jours de sidération. On a pris un de ces trains de réfugiés. Là, on a commencé à avoir des images de la Deuxième Guerre mondiale, des images de l'exode de 1940, mai 1940. Avec ces foules qui traversent les voies, qui essaient de sauver ce qui peut l'être. Et les gens derrière la porte tambourinaient, on entendait des enfants hurler. Et Patrick Chauvel, qui est parti avec moi, qui est un grand photoreporter de guerre, a eu ces mots, il a dit voilà, c'est ça la guerre. C'est pas juste les bombardements, c'est aussi sauf qui peut, c'est chacun pour soi. On est dans le train pour Lviv. Là-bas, on sera beaucoup plus en sécurité que où on est ici, où on entend encore des bombardements au loin. Les Russes se rapprochent, le train ne devrait pas tarder à partir. Voilà. Patrick, tu fais un coucou à ma famille? Toute votre vie s'effondre, tous vos projets s'effondrent. Une petite fille qui m'a dit, mais quand est-ce que je vais faire mes devoirs la prochaine fois? On rentre dans la nuit, en fait. Et c'est assez angoissant pour les gens. On voit les visages des gens fermés, des gens stressés, des gens tendus, anxieux. On se retrouve à Jitomir, où là, en fait, on passe dans une deuxième phase, c'est la phase des bombardements russes, parce que c'est une guerre de bombardement, il y a très peu de mouvements. Une guerre de bombardement, au début sur des cibles militaires très souvent ratées, puis maintenant, clairement, des cibles civiles afin de terroriser la population. Et là, là c'est sont les moments les plus forts du reportage où on rencontre des gens qui marchent dans les ruines de leur vie, en fait, littéralement. Quand on est sur le terrain, quand on voit ça, c'est compliqué de ne pas s'énerver, en fait, de ne pas être très en colère. Les civils, ils passent leur temps à entendre des sirènes qui hurlent. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes sirènes que nos pompiers le premier mercredi du mois, mais en permanence.
et qui annonce des bombardements qui à chaque fois, c'est pas Dresde, c'est pas Tokyo, c'est pas les grands bombardements qui font 200 000 morts dans la nuit, c'est des bombardements au compte-gouttes, avec des gouttes de 500 kg quand même d'explosifs, et ça vous tape sur le système. Mais ça tombe, et des bâtiments sont détruits, et un lycée est détruit, et parfois en centre-ville. Et on court vers les abris, parfois on arrête de courir parce qu'on en a marre, on ne peut pas passer sa vie dans les abris. La nuit, on va pas se lever 3 fois pour aller dans les abris, donc on attend. C'est tout un pays qui est en état de stress permanent. Il y a une école qui a été bombardée, heureusement elle était vide, puisque les écoles sont fermées. Hein. Il n'y avait pas de victimes, c'est un coup de chance monumental. Le seul mec, le gardien, il allait pisser, il avait une petit cabanon, il a entendu boum, coup de chance, ce type-là aux toilettes. Et il est sorti des toilettes, il est resté bras ballants. Et voilà, il a été sauvé par une envie de pisser. C'est bien une école. Dans les bombardements, vous avez les photos, c'est quelque chose de léger et qui retombe au-dessus, en fait, qui ne s'enfonce pas. Donc vous avez les gravats et vous avez des photos de vacances à la mer, des photos d'enfants, des photos de famille. À l'école, vous avez des cahiers d'écoliers avec de l'écriture très ronde des jeunes. Et symboliquement, on pourrait dire que le scénariste en fait trop. Enfin, le cadreur, le drapeau européen qui est effondré, tous ces symboles qui sont devant vous en fait. Quand à un moment on interviewe un mec qui a perdu sa femme dans la nuit, et il vient de découvrir en plein jour ce qui se passe vraiment, il découvre le désastre. Il commence à parler, il neige, et il y a des sirènes qui repartent très fortes. Et il s'arrête dans son discours et il dit, vous voyez ça, la dernière fois que j'ai entendu cette sirène, ma femme était vivante. Excusez-moi, je suis un peu ému. Ouais, excuse-toi, ouais. So many feelings because after this noise I'm losing my wife and I think that I'm losing all my family. Nous, notre boulot, c'est d'aller témoigner de ça, en fait. Témoigner de la réalité de ces atteintes aux droits humains. Je sais plus qui a dit ça, tu couvres pas la guerre, c'est la guerre qui te couvre. Elle te recouvre littéralement. Donc les rencontres, laisser les gens... tu laisses pas une bande de soldats durs à cuire au combat, tu laisses des gens que tu connais comme à Paris. Toi, ta mission est terminée. Des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, des gamins, tu les laisses dans leur merde, donc c'est difficile. Et après, on arrive, j'allais dire en Occident, on arrive en Europe. Ces sourires, cette bienveillance, le mec qui te porte ton sac, ces camps, avec ces gens qui sont là pour t'aider. Et là, tu te dis, waouh. En fait, c'est ça on devrait être captivé par ça, par cette bienveillance, par cette bonté. Et on n'est que captivé par les bombes, par les meurtres et par le mal, en fait, qui est d'une banalité. En revanche, les gens qui font preuve comme ça de bonté, c'est incroyable.